principale raison pour laquelle on a suffisamment d'informations, en tout cas de diversité au niveau des résistances naturelles au virus chez ces arbres fruitiers. Donc de là est partie l'idée de repartir aux origines de ces arbres fruitiers, essayer de comprendre d'où ils viennent, comment ils sont arrivés chez nous, et finalement, est-ce que dans ces arbres fruitiers, j'ai des résistances au virus de la Charka que je vais pouvoir réintroduire dans les programmes d'amélioration que l'on a en cours à INRAE. Donc, tout au long de ce parcours, j'ai découvert des choses intéressantes qui n'étaient pas du tout prévues à l'origine et qui n'étaient pas du tout soupçonnées également. Et c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Donc, je vais me focaliser sur l'abricotier, l'amandier et le prunier. Mais vous verrez qu'il y a d'autres espèces qui font partie du même genre. Je n'en parlerai pas ce coup-ci parce que sinon j'aurais pas le temps. Mais en tout cas, c'est travaillé également à INRAE et dans l'équipe. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact. Donc, avant de démarrer, j'aimerais d'abord remercier les personnes qui m'ont vraiment aidé à disons, résoudre des problèmes. Je ne suis pas compétente dans tous les domaines dans lesquels on a travaillé. Ça, c'est clair. J'ai été recrutée en tant que généticienne moléculaire. Voilà, c'est là où s'arrêtent vraiment mes compétences. Et du coup, en fait, il a fallu tout au long de mon parcours que je m'appuie sur des compétences qu'il y avait autour de moi, dans mon équipe, donc à l'UNR BFP, mais également dans les autres équipes INRAE au GAFL en Avignon, et également au CNRS avec Amandine Corny et Tatiana Giraud, et à l'Université de Bordeaux avec les bioinformaticiens Alexis Gropi et l'équipe du CGFB. Donc ces personnes-là m'ont aidé à résoudre les problèmes sur des approches que je ne maîtrisais pas, et donc je voudrais vraiment les remercier. Ce projet a démarré il y a quasiment 15 ans, en fait, avec un financement européen. Le projet s'appelait Stone, parce qu'en fait, les arbres fruitiers à noyau, ça se dit stone en anglais. Et donc, on a démarré avec un financement européen pour aller étudier la diversité de ces espèces dans leurs aires d'origine. On a continué avec un financement PRIMA, qui est un financement de recherche pour les équipes qui travaillent dans le pourtour européen. Et actuellement, on a un projet européen qui vient de démarrer en 2024, que je coordonne, qui s'appelle Fruitdive, et qui travaille exactement sur la même chose que ce que je fais, que ce que je vais vous présenter, mais à la fois sur les espèces à noyaux et les espèces à pépins. C'est-à-dire que dans Fruitdive, on a inclus également le pommier et le poirier, qui est également très important et pour lequel il est essentiel de rapidement aller comprendre la diversité, aller comprendre d'où ils viennent et finalement où est-ce que je peux aller encore chercher de la diversité. Donc les espèces fruitières à noyaux font partie d'une famille qui s'appelle les rosacées. Donc les rosacées rosa, c'est la rose, c'est le fraisier. Vous allez voir également là que c'est les malloïdés, c'est-à-dire les pommiers, les poiriers. Nous, le genre de fruits à noyaux, ça fait partie des amygdalées, c'est le genre Prunus, et donc on retrouve là la cerise, l'amande, la pêche, l'abricot, la prune. On retrouve également pas mal d'arbres ornementaux que vous devez connaître dans vos jardins ou dans les villes, tels que le cerisier à fleurs, le prunier à fleurs, les porte-greffes, etc. Mais voilà en gros les espèces les plus importantes de la famille des rosacées. Donc tout ce genre Prunus, en fait, ce sont des espèces qui vont, donc ça veut dire le cerisier, l'amandier, le pêcher, l'abricotier, le prunier. Ce sont des espèces qui vont partager une organisation de leur génome complètement similaire. On peut les mettre en parallèle, on peut les comparer, et on va retrouver exactement la même séquence, le même enchaînement de gènes tout au long des chromosomes. Ça, c'est un intérêt parce que ça veut dire
que pour certaines espèces, en tout cas, on va pouvoir les croiser. On va pouvoir faire des croisements interspécifiques. On peut faire très facilement un croisement entre un pêcher et un amandier. On peut faire très facilement un croisement entre un abricotier et un prunier. Après, ça va être plus difficile avec du cerisier. Vous voyez, dans la classification, il est un petit peu plus éloigné, le cerisier. Donc ça, c'est un intérêt, c'est qu'on va pouvoir étudier des choses dans une espèce et aller la transférer dans l'autre espèce assez facilement. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'amandier, sur l'abricotier, sur le prunier. Alors pourquoi on s'est intéressé en fait à ces espèces sauvages? En fait, on peut imaginer que la domestication en fait des arbres fruitiers, c'est un long processus dans lequel est intervenu l'homme. L'homme est l'élément essentiel de la domestication. Et en fait, à l'origine, on peut imaginer un sablier. Donc le haut du sablier, ce sont les espèces sauvages qui ont énormément de diversité. Vous voyez ici, il y a plein de points de couleurs différentes, de formes différentes. Il y a plein de diversité. Et ce qui se passe, c'est que d'abord, l'homme collecte. Donc à l'origine, il n'a pas tout de suite domestiqué, il n'a pas tout de suite sélectionné. Il allait dans la nature, il allait dans la forêt, il allait collecter. Comme vous pouvez aller chercher des mûrises dans la forêt et manger les mûrises. Là, il faisait la même chose. Dans certaines régions du monde, l'homme fait toujours la même chose également. Donc ça, c'est la première étape, il va simplement dans la nature collecter, et il va bien sûr collecter toujours d'une année sur l'autre les mêmes arbres. Parce qu'il va avoir repéré dans la forêt lequel il est bon. Quel merisier donne des mûrises sucrées, pas des mûrises acides. Enfin, il va choisir ses critères, donc ça, c'est déjà une première étape de sélection. Donc on voit que ça a déjà un effet, en fait, sur ce goulot d'étranglement que vous voyez sur le sablier, puisqu'en fait, il va collecter, donc il va en partie sélectionner une partie de ces arbres. Ensuite, il va, de manière consciente, un petit peu plus consciente, il va sélectionner et il va transférer, par exemple dans son jardin. Donc il va aller dans la nature, il va aller chercher les noyaux, il va les faire pousser dans son jardin et il va le garder à côté de chez lui. Parce qu'il va dire, ça va m'éviter de repartir dans la forêt pour aller collecter. Et puis surtout, je vais pas arriver à temps, les oiseaux ils vont avoir mangé toutes mes mûrises avant que j'arrive sur place. Je vais le mettre tout près de chez moi, comme ça, je vais pouvoir avoir mes mûrises quand je veux. Donc, à nouveau, c'est un processus de sélection qui s'est fait et il a introduit dans son environnement proche les arbres qui l'intéressaient. Donc, à nouveau, un effet sur le goulot d'étranglement, puisque bien sûr, il n'a pas sélectionné tous les arbres, il a sélectionné seulement ceux qui l'intéressaient. Ensuite, on a la dissémination. Alors, la dissémination, c'est quoi? C'est qu'à l'origine, ces espèces n'étaient pas partout dans le monde. Elles sont originaires, en tout cas pour l'abricotier, pour l'amandier, pour le prunier, d'Asie centrale. L'Asie centrale, c'est le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'ouest de la Chine, donc ça veut dire le Xinjiang, le Tibet, l'Ouzbékistan, cette région-là. Donc, pourquoi c'est arrivé ensuite en Europe? C'est parce qu'en fait, on a fait venir tout doucement ces fruits. Alors, généralement, on dit, oui, c'est la route de la soie. Non, la route de la soie, c'est trop tard. Dans l'enchaînement de cette dissémination, c'est beaucoup trop tard. En fait, cet enchaînement, ça date du temps des Mongols. C'est-à-dire que les Mongols ont poussé, en fait, les populations qui existaient en Asie centrale, qui étaient des populations, ce qu'on appelait les turcophones, en fait, c'était des Turcs, comme les Ouïghours sont des Turcs, hein. Donc ces populations ont été poussées par les Mongols. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait en étant poussés? Ils ont pris dans leur bagage des fruits pour la route. Ils ont pris des fruits secs, des abricots secs, ils ont pris de quoi manger pendant qu'ils étaient en exode. Et bien sûr, tout doucement, ils ont poussé de plus en plus loin pas la culture, mais en tout cas la pousse de ces espèces, parce qu'ils les emmenaient avec eux. Il y a eu également Alexandre le Grand qui est intervenu plus tard, après les Mongols. Mais
Donc vous vous rendez compte que c'est vachement en amont de la route de la soie. La route de la soie, c'était déjà fini, hein, la dissémination était finie. Néanmoins, la dissémination est importante parce qu'à nouveau, on va transférer d'une zone à l'autre qu'une partie seulement de la diversité. Ce que l'homme aura sélectionné et qu'il aura dit, oh oui, celui-là, il sèche bien, c'est un abricot qui me donne des bons abricots secs, je peux faire de la route pendant longtemps, je vais encore pouvoir le manger dans 6 mois, il va pas être véreux ou il va pas être détruit, il va être encore consommable, donc c'est bon, je prends celui-là. Donc à nouveau, il a un effet sur le goulot d'étranglement parce qu'il a sélectionné qu'un certain nombre de ces arbres. Et finalement, la dernière étape, qui est l'étape qui a été encore plus forte dans ce processus de domestication, c'est ce qu'on appelle l'amélioration génétique. Mais ça, c'est très récent. L'amélioration génétique, c'est au maximum 150 ans. Avant, on faisait des croisements, mais on faisait des croisements contrôlés parce qu'on savait qu'un tel était compatible avec un autre, mais on faisait de manière plus ou moins consciente, mais pas encore tout à fait consciente. Mais l'amélioration génétique, c'est vraiment avec la découverte des lois de la génétique, de Mendel, également avec les horticulteurs, etc. Donc, et là, l'amélioration génétique, ça a été vraiment une réduction très forte de diversité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a sélectionné que quelques individus comme géniteurs. C'est-à-dire, pour croiser, on a toujours pris les mêmes arbres. On a toujours croisé avec les mêmes arbres. Il faut savoir, par exemple, que pour les pommes, quand on regarde l'origine de la pomme, il y a quasiment 80% de toutes les variétés de pommes que vous avez actuellement viennent d'une seule variété de pommes qui existait il y a 400 ans. Donc on a énormément réduit la diversité parce qu'on a toujours utilisé les mêmes arbres, donc on a toujours utilisé le même pool génétique. Donc on en est arrivé à un pool génétique cultivé qui est très restreint, très peu de diversité, tout le monde se ressemble parce que tout le monde partage les mêmes gènes, tout le monde a la même origine en fait. Donc ça, c'est l'effet de la domestication. Par exemple, chez l'abricotier, on avait calculé que la domestication avait conduit à 30% de réduction de la diversité pour l'abricotier. Ça va relativement encore. Chez le pêcher, 75%. On a perdu 75% de la diversité du pêcher lors de la domestication. Donc, c'est quand même, ça a un impact très fort sur ce qu'on va pouvoir faire ensuite à partir de ces espèces. Alors, quels sont les principaux problèmes que l'on rencontre lorsqu'on étudie les espèces sauvages apparentées aux espèces cultivées? Parce que là, ce qui va nous intéresser, c'est de repartir en haut du sablier, d'aller chercher ce qui est là-haut dans le sablier, dans le sauvage, pour ensuite aller le remettre dans le cultivé. Eh bien, la première difficulté que l'on rencontre, c'est de les trouver. Parce qu'en fait, plus personne qui s'intéresse à ces espèces sauvages. Tout le monde est prêt à aller au marché chercher une pomme. Bonjour Wissam. Et il faut les trouver, donc Wissam est en train de faire un post-doctorat chez nous sur l'amandier, donc si vous avez des questions sur l'amandier, vous pourrez y poser. Et donc il faut également obtenir les droits. En effet, récemment, il y a 15 ans, il a été négocié ce qu'on appelle le protocole de Nagoya. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, c'est un protocole qui détermine à ce que les droits et les bénéfices reviennent vers le pays d'origine de ces espèces sauvages, ce qui est normal. Parce que sinon, vous allez sur place, vous allez prendre ce que vous voulez, vous revenez chez vous et après vous mettez un brevet. Ça marche plus. En fait, maintenant, il faut vraiment avoir un retour sur bénéfice pour le pays d'où ça vient. Donc, c'est très fortement codifié au niveau du droit international et ça, il faut le prendre en compte. Ensuite, il faut les identifier de manière non ambiguë parce qu'une espèce qui va s'appeler, par exemple, Prunus cerasifera en France, elle va s'appeler Prunus subgena en Asie centrale. Donc déjà, il va falloir
un petit peu, au départ, venir en se disant peut-être que c'est différent, mais peut-être que c'est la même chose, et après vérifier est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent. Donc il y a beaucoup également d'interactions à avoir avec les personnes qui habitent localement pour interagir avec eux, leur poser des questions, également récupérer beaucoup d'informations autour de ces espèces et ensuite de pouvoir donner une réponse à cette question. Les caractériser, donc au niveau génétique et également de leurs caractéristiques morphologiques, est-ce qu'elles sont vraiment intéressantes, est-ce qu'elles sont différentes de ce que l'on a déjà, etc. Les conserver, donc sur place ou en collection. Alors, on peut très bien essayer de les garder sur place, mais par exemple, si vous voulez les garder sur place au Kazakhstan, vous n'avez aucun moyen de pression pour obliger le gouvernement à mettre en place une réserve naturelle autour de ces espèces. Donc, on essaye de les mettre en collection chez nous et en même temps de négocier avec les pays pour qu'ils essayent de prendre en compte également l'importance de sauvegarder ces populations. Dans le projet européen Foodie, c'est un peu plus simple parce qu'on travaille en Europe. Et là, en Europe, on arrive à avoir un petit peu plus de moyens de levier, en fait, pour pouvoir négocier, pour qu'on mette en place des populations préservées dans des réserves, etc. Savoir également et pourquoi les utiliser, savoir comment utiliser et savoir pourquoi on va les utiliser dans les programmes de sélection. Alors ça fait partie du projet européen Foodie, et dont je vous disais, dans lequel on travaille également sur le pommier, le poirier, le cerisier et puis les 3 autres espèces dont je vais vous parler. Donc on va démarrer avec le premier exemple qui est l'origine de l'abricotier, parce que c'était le premier qui m'avait intéressé, parce que en fait j'avais entendu dire qu'il y avait des populations qui existaient en Asie centrale et qui partageaient en fait les mêmes aires d'origine que le pommier. Donc c'est pour ça que l'abricotier est notre espèce un petit peu phare de l'équipe. Donc, ça fait partie d'une section taxonomique, ce qu'on appelle en dessous du genre Conus, on a les sections. Donc, la section taxonomique ici, c'est Armeniaca. Ils sont tous diploïdes. C'est aussi peut-être pour ça que ça a été notre première espèce d'intérêt, parce que c'était assez simple. Le génome est relativement simple. Ça veut dire diploïde, ça veut dire qu'il est comme nous, il a 2 jeux de chromosomes. Chaque chromosome est représenté en une paire, en fait. Ce qui va être différent, par exemple, lorsqu'on va parler d'une truite triploïde, la truite que vous mangez, qui est bien grosse, etc. On dit, oui, c'est parce qu'on l'a modifiée, c'est parce qu'on l'a rendue triploïde, c'est qu'elle a 3 chromosomes pour chaque jeu de chromosomes. Donc, mais normalement, le numéro de base habituel, c'est diploïde. Comme nous on est diploïde. Et vous verrez après que les pruniers, c'est un peu plus compliqué, c'est pas que diploïde. Justement, c'est une bonne question. Donc, c'est assez simple, c'est diploïde, très peu de chromosomes, relativement, et également, c'est un génome qui est très petit. Par exemple, par rapport au génome du blé, on est, alors, si je calcule, 10 fois plus petit, le génome du blé. On est parmi l'un des génomes les plus petits chez les plantes. Donc c'est bien, c'est agréable. Pardon ? De l'humilité. Oui, voilà. Oui, parce que ce sont des arbres quand même, mais c'est des petits génomes. Donc, on a le Prunus armeniaca, c'est l'abricotier que vous connaissez, celui-ci. Donc, son origine, c'est l'Asie centrale, et c'est l'abricot que vous avez sur vos marchés. Alors lui, il n'est pas européen, même si quand il est produit en France, etc. À l'origine, il vient d'Asie centrale. Ensuite, on a 3 autres espèces qui existent, qui sont présentes en Chine, et on a une 5e espèce qui est en Europe, c'est la seule qui est en Europe, qui s'appelle le Prunus brigantina, et elle est toute seule dans les Alpes du Sud. Alors, si vous avez la chance d'aller là-bas dans les Alpes du Sud, elle n'est présente que là, autour des écrins, du Queyras et du Mercantour. Et c'est une espèce en fait très intéressante parce qu'en fait, elle est classée avec les abricots, mais en fait, elle ressemble beaucoup à une prune.
Donc, c'est une espèce un petit peu pont entre d'un côté les abricots et de l'autre côté les prunes. Et elle arrive à croiser avec tout le monde. Et on ne sait pas comment elle a fait pour arriver là et être toute seule à rester là. Certainement que son origine, c'est au niveau de pendant la dernière glaciation, il y a 19 000 ans. Elle s'est réfugiée dans cette zone et elle est restée là. Mais en tout cas, elle est assez éloignée des autres espèces dont je vous parle actuellement pour le reste. Donc, on a domestiqué. Alors, le Prunus brigantina, il n'est pas domestiqué. Il est appelé, dans les Alpes d'ailleurs, il est appelé afatoulier, il est appelé également marmotier, et il n'a pas été domestiqué, mais par contre, son noyau était utilisé pour faire de l'huile. Il y avait des moulins à huile pour faire de l'huile à partir de l'amande de l'afatoulier de Prunus brigantina. Pour les abricotiers, donc on a deux espèces seulement qui ont été domestiquées. Donc l'abricot que vous connaissez, qui a été domestiqué pour l'abricot frais, mais également pour l'abricot sec. D'ailleurs, j'ai des anecdotes assez amusantes d'abricots secs en Asie centrale, où en fait, si vous allez là-bas en septembre, il n'y a plus de route pour vous. Il faut rouler dans les bas-côtés ou dans les champs, parce que la route, c'est pour sécher les abricots. Les routes sont couvertes d'abricots et vous n'avez plus que les champs pour rouler. Donc, il faut éviter septembre, cette période-là. En tout cas, ça a été domestiqué pour ça. Ça a été domestiqué également en Chine pour les abricots secs, mais également pour l'amande. En Europe, on ne mange pas l'amande de l'abricot parce qu'il y a du cyanure dedans, et je vais vous expliquer pourquoi. En Chine, ils mangent l'amande de l'abricot. Et ils font la même chose que nous, ce que l'on fait avec l'amande de l'amandier, ils font la même chose avec l'amande de l'abricot. En Chine, ils ont également domestiqué une autre espèce qui s'appelle Prunus mume, et en fait, ils vont la consommer en fumant. Ça fait un peu comme un fruit qui est brûlé. Ça a un goût un peu spécial, mais c'est culturel. C'est très important pour eux. Prunus mume est l'espèce quasiment la plus importante pour eux, pour deux choses. Pour la partie ornementale, parce qu'elle fleurit même en hiver sous la neige, et pour la partie également gustative avec ce qu'ils appellent le mume ou le mei. Si vous allez au Japon aussi, c'est très important, où ils font des préparations avec ces fruits-là, et bon, il faut avoir l'habitude, parce que ça a un goût un peu spécial, mais... Oui, allez-y, oui. Alors, quand on parle de la Chine, c'est grand comme l'Europe, c'est presque 10 millions de kilomètres carrés. Ouais. Alors, c'est de quelle région de Chine? Est-ce que c'est vers le Xinjiang Le mume, ça va être plutôt la partie centrale, mais d'est en ouest. Ah oui, d'accord. Par contre, les autres espèces, là, par exemple, je vous les représenter après sur une carte. Vous le verrez sur une carte. Donc là, pour le mume, c'est surtout central, mais maintenant, ils arrivent à faire pousser des Prunus mume, même dans le nord. Hein. C'est pas un souci, mais à l'origine, c'est la partie centrale, donc c'est ni au nord ni au sud, mais par contre, c'est d'est en ouest. Ouais. Et par contre, on l'appelle l'abricot japonais, ce qui est faux. En fait, il est chinois. C'est un abus de langage, c'est chinois en fait. Alors, la question que l'on s'était posée, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant la domestication des abricots et finalement, quel a été l'impact de la domestication sur la diversité des abricots. Mais je vous présenterai un exemple tout à l'heure. Donc, l'origine de l'abricotier. À l'origine, l'espèce qui donne l'abricot que vous connaissez, Asie centrale, comme c'est représenté ici, avec les étoiles noires, c'est-à-dire c'est sur les contreforts de l'Himalaya, c'est sur une partie de montagne qui s'appelle le Tian Shan et qui sépare le Kazakhstan du Kyrgyzstan, de l'Ouzbékistan et qui descend un petit peu vers le Tadjikistan. Donc c'est toute cette zone-là qui se trouve là. Si on regarde le Prunus sibirica, donc là la question avec les autres espèces, où est-ce qu'elles sont situées par rapport à la Chine?
Donc le Prunus siberica, c'est vraiment le nord de la Chine. Là, c'est le nord-nord, hein. C'est la Mongolie et c'est la Sibérie. C'est pour ça qu'on l'appelle siberica. Parce qu'il peut pousser et il donne des fruits, même en Sibérie. Donc ça, c'est également du nord, vraiment nord-nord de l'hémisphère. Prunus manchurica, de son nom Mandchourie, il vient effectivement de la Mandchourie qui se trouve, c'est la région de la Chine qui se trouve vraiment à la frontière de la Corée. Et donc c'est la partie Corée du Nord et Chine, et c'était ce qu'on appelait la Mandchourie il y a 100 ans. Et puis Prunus mume, donc c'est plus central. Donc là, je peux faire tirer, normalement, ça va plus loin sur l'ouest. Hein. C'est plus central, c'est pas tropical, c'est pas le sud, mais par contre, c'est le centre de la Chine. Et ben, le petit Brigantina, vous voyez, il est là. Donc lui, c'est vraiment c'est une bizarrerie. Dans la section, c'est vraiment une bizarrerie parce que on voit pas ce qu'il fait là. Tout le monde est par là, mais lui, il est tout seul de son coin. Donc, bon. Donc, à partir de tout ce travail, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti dans ces régions du globe. On est allé négocier les autorisations pour avoir les échantillons. On est allé sur le terrain, parler avec les locaux pour savoir repérer où est-ce que se trouvent ces populations d'arbres fruitiers. On est allé collecter et on a commencé nos analyses. Donc, comment on fait en fait les analyses phylogénétiques? Donc, d'abord, on récupère des feuilles ou des graines, ou les deux. Les graines, c'est parce qu'on pourra faire des collections du coup ici à Bordeaux. Des feuilles parce qu'on pourra avoir accès à l'ADN, bien sûr. À partir de ces arbres ou de ces feuilles, on obtient de l'ADN. Et à partir de cet ADN, on va avoir une séquence du génome complet. Donc ces chromosomes-là, qui sont en 2 paires, on va les séquencer. Donc on va avoir toute l'information génétique de ces chromosomes. Et ensuite, on va les comparer. Donc, comment ça fonctionne? Oui, je suis là. Donc, à chaque espèce, je vais avoir l'information de son génome. Vous voyez? Chacun a sa couleur, chacun a vraiment sa séquence propre que je vais pouvoir comparer ensuite entre elles. Et en fait, le principe, c'est plus les espèces elles sont proches génétiquement, et plus elles se regrouperont dans l'arbre phylogénétique. Donc en clair, ma sœur et moi, on partage le plus, un maximum de séquences similaires, donc on va être proche sur un arbre phylogénétique. Sur un arbre généalogique, on va être proche, parce qu'on va être juste 2 branches côte à côte. C'est la même chose pour ces espèces-là. En fait, plus elles vont être proches et donc partager un ancêtre commun, plus elles vont être proches sur un arbre phylogénétique. C'est le principe de l'analyse. Donc, on va faire ça, en fait, pour toutes ces espèces. Et quand on regarde, donc là, c'est dans la famille des rosacées. On retrouve, la famille des rosacées, elle démarre à Fraganea. Hein. Le dessus, c'est ce qu'on appelle les outgroups, c'est-à-dire c'est ce qui nous sert à vraiment ancrer notre arbre en disant, bah voilà, eux, ils sont différents. Parce que c'est pas du tout la même famille. Donc on retrouve la rose et la fraise dans le même groupe. Et ensuite, la branche que vous trouvez en bas, ça va être la branche de ce qu'on appelle les arbres fruitiers à noyaux. Avec tout en haut Prunus persica qui est le pêcher, Prunus dulcis qui est l'amandier, sont très proches. Prunus persica et Prunus dulcis, amandier pêcher, sont très proches, d'ailleurs je peux les croiser. Et je retrouve mes espèces que j'ai étudiées. Donc c'est comme ça que je peux déterminer quelle espèce est la plus ancienne et quelle espèce est la plus proche de mon espèce cultivée. Donc mon espèce cultivée, elle est là ici en bas. Et donc je me rends compte que l'espèce la plus proche, en fait, c'est l'abricotier sauvage d'Asie centrale. Et ensuite,
Ensuite, c'est le Prunus sibirica qui se trouve en Chine, etc. Et ensuite, plus loin, le Prunus manchurica. Et encore plus loin, plus éloigné, on a le Prunus numé. Donc, on essaye comme ça de reconstruire l'arbre généalogique, en fait, entre ces espèces. C'est ce qu'on va appeler un arbre phylogénétique. Donc, on fait cette étude. Et à partir de, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, à partir de toutes ces informations de génome, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a eu 2 événements de domestication distincts. C'est-à-dire que l'abricotier de Chine n'a pas la même origine que l'abricotier européen. Vous voyez ici, en Asie centrale, on a mis en évidence qu'il n'y avait pas une espèce de Prunus armeniaca, mais qu'il y avait 2 groupes de l'espèce Prunus armeniaca, 2 groupes distincts. Ils sont vraiment très distincts. C'est le groupe jaune et le groupe rouge. Et en fait, le groupe rouge, c'est l'ancêtre de l'abricotier chinois, tandis que le groupe jaune, c'est l'ancêtre de l'abricotier européen. Et n'ont pas eu lieu en même temps. Vous voyez, il y a à peu près 1000 ans de différence entre les deux. Il y en a un, il y a à peu près 2900 ans et l'autre 2200 ans, un peu moins que 1000 ans. En tout cas, pas la même origine génétique non plus. Mais pourtant, ils se ressemblent. Donc ça, c'était quelque chose de tout à fait intéressant parce que, en fait, comment peuvent-ils rester similaires alors qu'en fait, ils n'ont pas la même origine? Ça veut dire qu'en fait, les critères que l'homme a utilisés pour les domestiquer, pour les sélectionner, étaient les mêmes. Les Chinois, finalement, ils ont sélectionné les mêmes critères que nous. C'est-à-dire, on va sélectionner les gros fruits, on va sélectionner les fruits avec plein de sucre, on va sélectionner les arbres qui se reproduisent bien, qui bouturent bien, qui greffent bien, etc. Donc ça va être les mêmes critères globalement des 2 côtés. Mais ce qu'on a également mis en évidence, c'est que lors de la domestication de l'abricotier européen, je vous avais dit tout à l'heure qu'on avait estimé qu'on avait perdu 30% de la diversité. En Chine, ils n'ont pas perdu de diversité. Ils ont gagné de la diversité. Et pourquoi? En fait, c'est parce qu'en fait, en Chine, vous voyez, il y a d'autres espèces qui existent, telles que le Prunus sibirica, le Prunus manchurica, et donc il y a eu ce qu'on appelle des flux de gènes, c'est-à-dire qu'ils ont échangé du pollen entre les arbres qui étaient cultivés, abricotiers, et les espèces qui étaient dans l'environnement. Ils ont échangé du pollen, et du coup, ils se sont retrouvés avec plus de diversité qu'au départ. Alors que nous, on en a perdu. Nous, on a perdu un tiers et eux, ils ont gagné un cinquième. Donc, en fait, ça, c'est principalement dû à l'hybridation interspécifique, mais pas que. Je vais vous expliquer également pourquoi. Il y a eu un autre phénomène qui est arrivé également, une autre péripétie qui est arrivée à notre abricotier lorsqu'il est arrivé en Europe, lorsqu'il a été transféré vers l'Europe. Donc, il faut savoir que chez les espèces sauvages, la plupart des plantes sauvages, en tout cas les arbres fruitiers sauvages, ils sont tous auto-incompatibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se croiser eux-mêmes. Le pollen de la fleur ne peut pas féconder la fleur, le pistil et l'ovaire qui se trouve en dessous. C'est impossible. C'est juste pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un système d'auto-incompatibilité qui existe dans la nature, qui fait, alors, ça dépend des espèces, mais en tout cas, chez les arbres fruitiers à noyaux, le système, c'est que il va y avoir une reconnaissance. En fait, il y a, voilà, je vous représente ici, il y a 2 gènes qui existent dans le génome de la plante. Il y a un qui va être spécifique aux cellules mâles, et un qui va être spécifique aux cellules femelles. Alors, ils sont là, présents, tous les 2 ensemble, très proches l'un de l'autre. Ensemble, ils sont vraiment très proches, mais il y en a un qui va être exprimé dans le pollen, et l'autre, il va être exprimé dans le pistil. S'ils se reconnaissent, c'est-à-dire qu'ils ont la même origine, c'est-à-dire c'est la même origine génétique, ils vont stopper. C'est-à-dire que le pollen va commencer à germer et il va être stoppé
par une molécule qui va être produite par le pistil et qui va stopper la pollinisation. Donc ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de son soi, c'est-à-dire de lui-même, il se reconnaît et il arrête ça. Pourquoi il fait ça dans la nature? Parce que dans la nature, c'est très important de garder la diversité. La diversité, c'est la bouée de sauvetage de la nature en cas de problème. En cas de pépin, la diversité, c'est toujours sa bouée de sauvetage. C'est là où il a son potentiel pour aller rechercher des gènes qui vont lui permettre de survivre et de perdurer malgré les stress qui peuvent arriver ou les pépins climatiques ou autres qui peuvent arriver dans la nature. C'est très, très important. La plupart des espèces sauvages sont auto-incompatibles. Donc mes arbres fruitiers qui viennent d'Asie centrale, ils sont auto-incompatibles, strictement auto-incompatibles. Mais les abricots que vous avez ici en Europe, à peu près 80% 70-80% des variétés que vous avez en Europe sont autocompatibles. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est pendant son transfert, je vous ai mis des toiles là-bas en Anatolie de l'Est, pendant son transfert vers l'Europe, pendant la dissémination, il y a une mutation qui est apparue dans le génome de l'abricot, une mutation dans le gène femelle, dans le gène qui est spécifique au pistil, et cette mutation fait que ce gène n'est plus fonctionnel. Donc il n'est plus capable de se reconnaître lui-même. Il n'y a plus de reconnaissance de soi. Et donc je n'ai plus ce blocage de la pollinisation, et donc je peux m'auto-féconder. Donc l'arbre, la plupart des variétés en Europe sont capables de s'auto-féconder. Donc ça c'est bien. C'est bien pour la production parce que on n'a plus besoin des abeilles, on a une régularité au niveau de la production, c'est bien. Par contre, au niveau évolutif, c'est pas bien du tout. Pourquoi? Parce que on va arriver à de la consanguinité en fait. C'est le système de la consanguinité, on va toujours se croiser sur soi-même. Donc à la fin, la plupart des gènes vont être homozygotes, ce qu'on appelle homozygotes, c'est-à-dire que les deux paires de chromosomes vont être exactement pareils, similaires. Et ça, c'est pas bon parce que si j'ai une mutation qui est délétère dedans, eh bien, j'ai un phénotype qui va pas du tout qui va être néfaste, en fait, la plante. Donc, dans la nature, ça, c'est important de limiter ce genre de situation. C'est pour ça que le système d'auto-incompatibilité existe. On arrive à cultiver des plantes autocompatibles parce qu'on intervient et si jamais il y a un problème, on peut intervenir, etc. Mais dans la nature, c'est pas possible. Donc mais ça veut dire que c'est aussi une autre explication pourquoi on a perdu la diversité en Europe. Les 30% de diversité, c'est à la fois le fait qu'on a disséminé en Europe où il n'y a pas eu trop de croisements avec les espèces dans l'environnement, plus le fait qu'il y a eu de l'autocompatibilité, de consanguinité, donc on a perdu de la diversité. Donc là, on a fait le petit tour pour l'abricotier. On va passer à l'amandier, un petit peu plus compliqué, parce que là, c'était très simple. Donc l'amandier, alors l'amandier, c'est une espèce qui appartient à une sous-section très large, très vaste, avec énormément d'espèces qui existent. On en a à peu près entre 21 et 26 espèces. Et qui sont répartis en fait dans l'Asie centrale. Donc par exemple, vous allez retrouver des espèces sauvages et dont notamment on suppose l'espèce qui a donné l'amandier cultivé là-bas en Asie centrale. On a également d'autres. Est-ce que ça marche? Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails des noms de ces espèces parce qu'il y en a plein. Vous en avez quand même beaucoup aussi au Moyen-Orient. Donc ça veut dire dans le Caucase, en Anatolie de l'Est, en Irak, en Iran. En Irak, Wissam pourra vous raconter la diversité qu'il a effectivement des espèces amandiers qui existent dans cette région. Également du côté du Liban, de la Syrie, d'Israël. En Europe, je parle des sauvages, je ne parle pas des cultivés.
En Europe, on a une espèce qui s'appelle Prunus webi. C'est une espèce qu'on est en train d'étudier dans le projet européen Frodive, qui est tout à fait intéressante parce que longtemps on a pensé que ça devait être soit une espèce cultivée qui s'est échappée et qui est redevenue sauvage. Eh bien non, en fait les premiers résultats montrent que non, ce sont vraiment deux espèces différentes. Et les premiers résultats semblent indiquer que cette espèce, Prunus webi, existait en Europe avant même l'introduction de la mangée, que vous connaissez. Donc, elle était native dans cette zone, et ensuite l'homme a introduit la mangée, mais que c'est deux espèces très distinctes et très certainement n'appartiennent pas au même groupe également. Donc ça, c'est la diversité de ces espèces. Et il y a également une espèce qui est intéressante, que je vous ai mis avec un cercle, hein, parce que c'était trop compliqué d'en mettre partout. C'est Prunus nana, c'est l'amandine nain. Il pousse très petit, de cette taille-là, et qui est très résistant au froid sibérien. Il pousse en Sibérie, il pousse dans le nord du Caucase, il pousse en Ukraine, en Roumanie, on en a échantillonné en Roumanie, on en a échantillonné dans les Balkans. Donc c'est vraiment, on a l'impression quand on le regarde que c'est plutôt une espèce annuelle. Et ben non, en fait c'est vraiment une espèce pérenne, c'est vraiment un arbre, mais il est nain, il est tout petit comme ça. Donc, excusez-moi. Oui. Pourquoi il n'y en a pas en Afrique? Pardon? Excusez-moi. Pourquoi il n'y en a pas en Afrique, en Amérique? Alors, il y a une espèce, mais ça fait pas partie de ces sections-là, mais c'est Prunus africana, qui est également, c'est la seule espèce qui est en Afrique. Il y a des, pardon, excusez-moi, il y a des espèces cultivées. La mangée, vous allez le trouver dans le nord de l'Afrique, mais elle a été introduite. Pardon, c'est en Amérique. C'est en Amérique, tu disais. En Afrique et en Amérique. Alors, en Amérique aussi, je vais pas parler de l'Amérique après. Et en Afrique, la seule espèce native vraiment d'Afrique, c'est Prunus africana, qui est vraiment très différente. On ne peut pas les croiser avec les autres espèces. Par contre, elle est très intéressante au niveau médicinal. Je sais que maintenant, il y a des travaux qui démarrent là-dessus. Après, c'est vrai que les Prunus, c'est surtout hémisphère nord. Alors, du coup, en Amérique, je ne suis pas remontée si loin dans mon exposé, mais avant la séparation de ces espèces, il y a eu la séparation également des espèces entre tout ce qui est Eurasie, parce que là, je suis en train de vous parler de l'Eurasie, en fait, globalement, et tout ce qui est Amérique. Et en fait, il y a eu d'abord séparation des espèces entre les espèces eurasiennes et les espèces américaines, nord-américaines. Et ensuite, chacun s'est différencié à sa manière. Donc du coup, les espèces que l'on va trouver en Amérique vont être vraiment des espèces spécifiques au nord de l'Amérique. Et donc on va trouver par exemple Prunus virginiana, qui est en fait du cerisier sauvage, mais qui est très différent quand même du cerisier, et d'ailleurs on ne peut pas les croiser, ils ne sont pas compatibles. Ils ont divergé il y a tellement longtemps qu'on n'arrive plus du tout à les croiser. Mais effectivement, il y a des prunus sauvages, natifs, endémiques d'Amérique du Nord. Mais ils ont divergé il y a tellement longtemps qu'on ne peut plus... on peut les utiliser, par exemple en porte-greffe, mais par contre, dans les croisements, c'est plus compliqué. En tout cas, ce n'est pas les espèces à l'origine de nos espèces cultivées. Oui, là, juste des petites photos en même temps. Je voulais donner quand même envoyer un remerciement à tous les collaborateurs qui sur place nous ont aidés tout au long de ces campagnes d'échantillonnage. Donc ça, c'est un exemple. C'était au Nardjivan, c'était à la frontière entre l'Anatolie de l'Est, ça c'est l'Azerbaïdjan, Nardjivan, et puis c'est l'Irak, je crois, qui est juste en dessous. Donc là, c'est un exemple de Mygdalus communis, qu'ils vont appeler comme ça. Alors c'est là où est le problème aussi, comme je vous disais, il faut bien les identifier. Il y a beaucoup de confusion entre des arbres, vraiment des espèces sauvages, et des arbres qui ont été abandonnés. C'est-à-dire qu'un arbre que vous abandonnez, que vous n'entretenez plus, que vous ne taillez plus, que vous ne mettez plus de
de nutriments, etc., n'irriguez pas non plus, il va avoir tendance à avoir quand même des caractères un peu sauvages, parce qu'il va mal pousser, il va avoir des petites feuilles, etc. Donc il y a beaucoup de confusion. Et souvent, quand on arrive sur place, on nous dit « Ah, mais si, Amygdalus communis, c'est l'origine l'amandier ». Sauf que nous, quand on est allé l'échantillonner et qu'on l'a comparé, c'est de l'amandier. C'est juste de l'amandier qui a été abandonné, en fait. Donc, c'est pas parce qu'il est tout seul dans son coin qu'il est sauvage. C'est nous, ce qu'on appelle sauvage, c'est vraiment une espèce qui n'a pas été domestiquée. Ça va être le Prunus orientalis. Vous verrez après que c'est l'ancêtre justement de l'amandier. Le Prunus fansiana, que vous voyez ici, qui fait des toutes petites amandes, et le Spinosissima, qui se trouve en Asie centrale. Fansiana, c'est le Caucase. Prunus orientalis, ça va être plutôt Anatolie de l'Est et Irak, Iran, etc. Donc, les amandiers cultivés que l'on connaît en Europe, c'est ce petit groupe coloré là, que vous voyez, qui est bleu, rose, bleu ciel et puis violet. Ça, ce sont les amandiers cultivés. Vous verrez après pourquoi ils ont différentes couleurs. Donc, on voit effectivement que l'amandier cultivé, il est différent des espèces sauvages. Hein. Vous voyez, les points verts, les points jaunes et les points gris sont les espèces sauvages. Il est bien différencié, donc ok. Qu'est-ce que c'est les axes? Alors les axes, c'est les axes de séparation, c'est-à-dire un premier axe de séparation entre une espèce et l'autre dans un autre axe. On peut mettre en 3 axes maximum pour l'instant. On peut pas en représenter. En fait, c'est comme si on remettait dans l'espace mon arbre phylogénétique. Et ça fait la différence entre les différents groupes d'espèces. Donc là, quand on regarde que les cultivés, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a des amandiers d'Europe, les bleus foncés, vous voyez, mais on a également des amandiers d'Espagne qui sont un peu différents. Hein. On voit que dans l'espace, ils sont répartis un peu à part. On voit également qu'on a des amandiers d'Asie centrale et des amandiers de l'île d'Agdamar. Alors là, c'est intéressant cette histoire parce que on se pose la question, mais c'est quoi ce problème de l'île d'Agdamar? En fait, voilà. Oui. L'île d'Agdamar, c'est quoi? En fait, ici, ça c'est l'Anatolie de l'Est, c'est la Turquie. Et ici, vous avez un lac qui s'appelle le lac de Van. Sur le lac de Van se trouve une île qui s'appelle l'île d'Agdamar. Et sur cette île, c'est que des amandiers. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on a une population là d'amandiers qui potentiellement, c'est l'ancêtre de l'amandier cultivé. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train encore de travailler, de tester. On se pose la question sur l'origine de cette population, parce qu'en fait, il n'y a plus personne qui vit sur cette île. Voilà l'exemple de l'île. Vous avez un ancien monastère où il y avait et c'est certainement eux qui ont introduit les amandiers. Et du coup, cette population est restée là. Mais elle est très, très, très ancienne. Et elle se différencie des amandiers que l'on a en Europe. Donc, potentiellement, c'est un des ancêtres, ou en tout cas, elle se différencie à partir de l'amandier cultivé que l'on a en Europe. Et donc, quand on a commencé à étudier ça, ce qu'on se rend compte, donc là, c'est comme l'arbre phylogénétique, mais dans l'autre sens, eh bien, on se rend compte que les amandiers que l'on cultive actuellement, donc les amandiers européens EU, les amandiers espagnols, que vous voyez là en bleu ciel, et les amandiers d'Asie centrale, ils viennent tous d'une espèce qui est Prunus orientalis. Et cette espèce, le Prunus orientalis, se situe au niveau de l'Anatolie de l'Est, de l'Irak, du nord de l'Irak, de l'Iran, et de la Syrie, également du nord de la Syrie. Donc, très probablement, l'origine de l'amandier, c'est le Moyen-Orient. Donc, à l'origine, l'amandier, c'est l'Asie centrale, mais la domestication a très probablement eu lieu au Moyen-Orient.
Et de là, ensuite, il a été introduit en Europe. Alors, pourquoi différentes couleurs? Vous vous souvenez, je vous ai montré qu'il y avait dans l'espace, il y avait une distribution dans l'espace de ces groupes cultivés, parce qu'ils étaient plus ou moins différents. En fait, le groupe bleu a été introduit très probablement par le nord du bassin méditerranéen, tandis que le groupe bleu ciel, le groupe espagnol, ce que j'appelais le groupe espagnol, a très probablement été introduit par les Maures au moment de l'invasion de l'Espagne par les Ottomans ou les musulmans, enfin bref, de ce qu'on appelle les Maures. Et donc ils ont introduit avec eux l'amandier et une origine différente, bien sûr, et c'est pour ça qu'ils sont bien différenciés dans nos axes. Et en rose, vous retrouvez finalement l'amandier qui est resté sur place, Caucase et Asie centrale. Donc, et après, maintenant, en fait, ce qu'on se pose comme question de projet, alors peut-être qu'à l'avenir, ce sera quelque chose que je pourrais également venir vous présenter, c'est finalement, c'est quoi cette histoire d'amandier sauvage qui existe en Europe, surtout dans le sud de l'Europe, le prunus ruby et le prunier et l'amandier nain qui se trouve plutôt à l'est de l'Europe. Et finalement, quel a été le rôle de ces espèces sauvages, notamment dans la typicité des variétés? Parce que si vous allez par exemple en Italie du Sud, dans les Pouilles, ils vont vous dire oui, nous on a des variétés d'amandes qui sont vraiment très spécifiques d'ici, elles ont un goût spécial, elles ont une forme spéciale. Si vous allez en Sicile, vous allez avoir la même chose, pas du tout les mêmes variétés, ils vont vous dire on a des variétés très anciennes qui sont vraiment très spéciales. Et nous en fait on se pose la question finalement quel est le rôle des échanges avec les espèces sauvages qui se trouvent encore dans l'environnement sur la typicité des variétés, qui fait qu'une variété des Pouilles va être différente d'une variété de Sicile ou d'une variété d'Espagne. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'étudier dans ce projet européen. Alors, l'impact de la domestication sur les génomes, je vais vous donner seulement un exemple, pas trop prendre de temps et puis pas trop rentrer dans les détails. Je fais une belle faute d'orthographe. Consommation. Hein. Donc, quel a été l'impact de la domestication finalement sur la consommation de l'amande? Donc, je vous avais dit au départ que l'abricot en Chine, on peut manger l'amande de l'abricot en Chine, mais on ne peut pas la manger en Europe parce qu'il y a du cyanure dans l'amande. Et par contre, pas en Chine. En Chine, il n'y en a quasiment pas. L'amandier, c'est la même histoire. L'amandier, vous connaissez tous l'amande que vous mangez, qui est l'amande, ce qu'on appelle l'amande douce, c'est-à-dire qu'elle n'est pas amère. Par contre, peut-être que ça vous est arrivé, lorsque vous avez mangé des amandes, à un moment donné, vous tombez sur une amande, mais vraiment pas bonne du tout. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Je crois qu'on apprend à cracher très vite. Ça, c'est les amandes amères. Et les amandes amères, en fait, à l'origine, les amandes étaient amères. C'est pareil pour l'abricot, son amande était amère. L'amande de l'amandier était amère. Et en fait, la domestication a fait qu'on a sélectionné les amandes douces pour pouvoir les consommer. Parce que l'amande amère, elle accumule du cyanure dans l'amande. Et donc, normalement, bon, vous pouvez en consommer, hein. D'ailleurs, il y a certaines maladies, on vous conseille d'en consommer 5 par jour, mais pas plus. Parce que si vous consommez plus d'amandes amères par jour, et tous les jours, ça c'est très dangereux. C'est du cyanure. Mais bon. Donc, ce qui s'est passé, si je montre un petit peu ce qui se passe dans l'amande, et c'est la même chose pour l'abricot et pour l'amande, donc il y a tout un processus de synthèse d'un composé, je ne vais pas rentrer dans le détail, d'un composé qui est d'un composé dérivé qui donne du cyanure en fait. Donc il y a toute une voie de ce qu'on appelle transduction de signaux, c'est-à-dire toute une voie qui fait intervenir plusieurs protéines. Durant la domestication, l'homme a sélectionné une mutation dans un de ces gènes
qui a fait qu'en fait, la voie a été inhibée. Il n'y avait plus de synthèse de cyanure parce que l'un de ces gènes n'est plus fonctionnel. Et ça a rendu l'amande consommable. Alors, ne me posez pas la question comment il s'est rendu compte que c'était consommable. Il a dû s'amuser à tester un certain nombre d'amandes pas bonnes avant d'en trouver qui étaient bonnes, mais bon, il a eu de la chance. Donc il y a eu une mutation, ça a été mis en évidence, et du coup, ils se sont rendus compte que c'était meilleur pour la santé, qu'ils pouvaient en manger autant qu'ils voulaient, et que c'était parfait parce que ça leur donnait également de l'huile, etc. Donc, en Chine, ce qu'on s'est rendu compte quand on a comparé l'abricot chinois de l'abricot européen, on s'est rendu compte qu'en Chine, c'est la même chose. Ils avaient pas la même mutation, c'est une autre mutation, hein, parce que ce sont deux espèces différentes, mais à nouveau, dans les mêmes gènes, ils ont sélectionné pendant la domestication une mutation sur un de ces gènes qui fait qu'ils peuvent consommer l'amande de l'abricot. Ils en font du lait, ils boivent le lait de l'abricot. Quand ils sont allergiques au lait de vache, ils ne consomment pas beaucoup non plus. Donc, c'est parfait. Ils consomment du lait d'abricot, etc. Comme nous, on consomme du lait d'amande. Donc ça, à nouveau, c'est intéressant parce que c'est un des caractères qu'on pourrait réimaginer de réintroduire dans l'abricot européen, finalement. On pourrait peut-être faire un apéritif avec des amandes d'abricot. Mais ne le faites pas actuellement. On n'y est pas encore. Donc là, très rapidement, je vais vous présenter également un résultat intéressant qui avait été obtenu par ma collègue, Queen, au laboratoire. Elle étudie en fait l'impact de la domestication sur l'expression du gène. C'est-à-dire, est-ce que le gène va être exprimé ou pas exprimé? Et finalement, est-ce que la domestication a agi également sur ça? Et oui, effectivement, ce qu'elle s'est rendue compte, vous voyez ce qui est rouge ou ce qui est bleu, tout ce qui est rouge ou tout ce qui est bleu, ça veut dire c'est différent du cultivé et du sauvage. C'est-à-dire que ça va être soit surexprimé, soit sous-exprimé quand il est dans le cultivé par rapport au sauvage. Donc, c'est des comparaisons cultivées-sauvages. Donc, elle a comparé 60 cultivés, 60 sauvages. Et ensuite, elle a essayé de regarder gène à gène, finalement, qu'est-ce qui se passait. Elle a repéré un certain nombre de gènes, effectivement, qui étaient différents. Et donc là, parmi toute cette liste de gènes qu'elle a mis en évidence, on vous donne un exemple. L'alpha-pinène synthase, qui est en fait un gène qui est impliqué et est 300 fois plus exprimé chez le cultivé que chez le sauvage. Donc là, clairement, il y a eu un impact de la domestication. À nouveau, on a sélectionné quelque chose autour de ce gène pour qu'il soit plus exprimé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce gène code pour un composé olfactif qui est important dans la saveur du fruit. Donc là, à nouveau, on fait un lien avec la sélection par l'homme qui a fait de manière consciente, inconsciente, enfin en tout cas de manière plus ou moins consciente, il a sélectionné quelque chose qui était plus savoureux et ça a agi sur ce gène-là. C'était ce gène-là qui était impliqué et donc on retrouve effectivement un rôle important, un caractère important qui a été pris en compte lors de la domestication. Et je vais finir avec notre cher pruneau d'Agen. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire dessus. Donc, notre pruneau d'Agen. Alors, lui, il est hexaploïde. Merci pour la question sur la diploïde. Il est hexaploïde. Ça veut dire qu'il a 6 chromosomes. Et il n'en a pas 2, il en a 6. À chaque fois, pour chaque chromosome, ce n'est pas 2 chromosomes qu'il a, il n'est pas diploïde, il est hexaploïde. 6. C'est compliqué. C'est le blé. Le blé, il est pareil. Le blé, c'est un allohexaploïde et c'est pareil pour le pruneau d'Agen, en tout cas pour la prune, que vous connaissez bien. C'est pas que le pruneau d'Agen. Là, vous voyez à gauche, représenter le pruneau d'Agen. C'est également le cas pour la quetch. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la grosse prune bleue. Souvent, on la confond avec le pruneau d'Agen. C'est le cas également de la reine Claude. C'est la prune verte.
verte avec une sorte de pellicule bleue, argentée, que l'on consomme vers le mois d'août. C'est le cas de la Mirabelle également. Elle est toute petite, hein, mais elle est hexaploïde. Elle est aussi hexaploïde. Donc là, c'est un cas assez compliqué. Alors, le blé, bien sûr, comme le blé est très important, il y a longtemps qu'on a compris de où vient le blé et de quel croisement, de quelle espèce il vient. C'est pas le cas des pruniers. Pourquoi? Ben, c'était moins intéressant que le blé, c'est sûr. C'est moins consommé que le blé, mais néanmoins, ça reste intéressant d'essayer de comprendre c'est quoi son origine. Donc là, ce que je vous ai représenté à gauche, c'est un arbre phylogénétique, mais il y avait beaucoup trop de monde, hein, donc il n'est pas représenté tout droit. Il est représenté en roux, donc vous vous rendez compte que clairement, ce qu'on va appeler la Mirabelle, là tout en bas, en marron, elle est différente de la reine Claude, elle est différente de Bruno d'Agen, elle est différente de la Quetch. Alors qu'elles sont toutes hexaploïdes. C'est vraiment très compliqué à comprendre leur origine. Potentiellement, ce que les données préliminaires nous ont permis de mettre en évidence, c'est que ces espèces hexaploïdes de pruniers, dont le pruneau d'Agen, viendraient d'un croisement entre le prunelier, je ne sais pas si vous connaissez le prunelier, ça donne la petite prunelle, et ça donne avec des grosses épines. Il y en a plein ici, surtout en bordure de rivières, vous avez dans la réserve du Gatmore, etc., vous allez en trouver plein. Ne mangez pas, enfin si, mangez le fruit, vous pouvez, hein, mais il faut vraiment le vouloir, parce que la prune est vraiment très âpre. Vraiment, voilà, astringent, exactement. On a l'impression d'avoir les dents qui ont collé dans le fond de la bouche. Donc ça, c'est la prunelle. Elle est tétraploïde. Et donc, c'est un des parents du prunier qui a croisé avec le Prunus cerasifera. Vous devez également le connaître, il y en a pas mal dans la région aussi, également dans la même zone. Là, pour le coup, vous pouvez manger le fruit. Par contre, il est acide. Ça donne des prunes un petit peu plus grosses, de cette taille-là. Elles peuvent être soit jaunes, soit rouges, soit violettes. Elles sont mûres plus tôt. Elles vont être mûres, par exemple, la prunelle va être mûre plutôt fin août, début septembre, alors que le Prunus cerasifera, ce qu'on appelle le mirobolant, il va être mûr plutôt fin juin, début juillet. Et lui, il est diploïde. Donc, potentiellement, notre pruneau d'Agen viendrait d'un croisement entre la prunelle et le mirobolant, la Prunus cerasifera. Mais ensuite, quelle est l'origine de la prunelle? Et c'est là où on travaille actuellement. On travaille notamment sur, vous vous souvenez, le Prunus brigantina dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'espèce qui se trouve dans les Alpes du Sud. On le retrouve, il est là. Parce que lui aussi, il partage les homologies avec les prunes. Donc, c'est notre espèce maintenant, elle nous intéresse énormément parce que c'est potentiellement un des parents, un des grands-parents de notre pruneau d'Agen. Ça peut être également le Prunus ramburi. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller dans la Sierra Nevada, en Andalousie. Vous allez dans la Sierra Nevada, donc c'est une montagne qui est là-bas à côté de Grenade, et il y a une espèce qui s'appelle le Prunus ramburi, qui ressemble beaucoup à la prunelle, mais par contre elle est moins astringente que la prunelle. Et il y a une autre espèce également qui existe, alors il y a le Prunus cerasifera à nouveau, mais il y a également une autre espèce qui existe autour de la mer Adriatique, qui s'appelle le Prunus cocomia, et qui est potentiellement également un des parents. Donc actuellement, ce qu'on est en train d'étudier, tout ce que je vous ai montré précédemment, on est en train de le refaire ici, pour essayer de voir, de comprendre quelle espèce a été le grand-parent de notre Mirabelle, de notre reine Claude ou de notre pruneau d'Agen. Et donc, je crois que je m'arrête. Ouais, je pense. C'était juste pour vous montrer la diversité de répartition. Voilà, la Prunus brigantina, vous voyez, dans les Alpes du Sud, et le Prunus ramburi en Andalousie, et le cocomia qui va se retrouver plutôt du côté des Balkans, mais on retrouve également du côté italien. Et ensuite, le Prunus cerasifera. Alors lui, c'est
l'espèce à succès, mais incroyable. Elle a un succès évolutif et adaptatif de fou. Elle arrive à pousser partout, dans toutes les situations. Et ça aussi, c'est quelque chose qui sera intéressant à l'avenir, je pense, à étudier. C'est comprendre quelle est la base, comment cette espèce peut avoir autant de succès. De pouvoir s'adapter dans plein de situations différentes. Qui est trop d'eau, pas assez d'eau, etc. Elle arrive à pousser partout. Donc, ça peut être également quelque chose d'intéressant à l'avenir pour l'amélioration, parce que ça pourrait permettre d'adapter nos espèces également. Voilà, à suivre, et merci pour votre attention.